En avril 1945, Dachau, le sinistre modèle de la terreur nazie, est devenu le théâtre d'une dernière brutalité. Avec plus de 500 gardes SS dans le camp, le chaos s'est déchaîné à mesure que les forces alliées se rapprochaient. La libération a apporté une violence déchaînée. Entre 35 et 50 gardiens ont été exécutés sans pitié, victimes d'une justice implacable. Alors que certains s'enfuyaient ou faisaient face à des procès avec des peines variées, la brutalité de leur fin reflète l'horreur et le désespoir qui ont défini les derniers jours de Dachau. Vinzenz Schöttl est né le 30 juin 1905 dans un petit village appelé Appersdorf en Allemagne. À première vue, sa vie ne semblait pas différente de celle de nombreux autres Allemands de l'époque. Mais au fil du temps, il traça un chemin sombre vers le pouvoir. En novembre 1928, il rejoignit le parti nazi comme quelqu'un qui achète un billet pour un spectacle dont il ne sortira jamais indemne. Quelques années plus tard, en février 1931, il renouvela sa fidélité au parti et, avec cette même impulsion, s'enrôla dans les rangs de la SS, qui à ce moment-là commençait à représenter la plus sombre ombre de ce qui allait devenir le régime nazi. À partir de là, son ascension fut imparable. En 1933, la même année où Adolf Hitler arriva au pouvoir, Schöttl fut affecté à Dachau, le premier camp de concentration du régime. Bien qu'il fût initialement membre du personnel de surveillance, et plus tard adjoint au commandant Martin Weiss, c'est là qu'il apprit ce que signifiait le véritable pouvoir dans le système nazi, la capacité de décider de la vie ou de la mort des autres sans aucun scrupule. Cette expérience le marqua, le forma et, avec le temps, fit de lui un homme clé dans le réseau de terreur des camps. À l'été 1937, sa carrière prit un tournant temporaire lorsqu'il fut nommé directeur du Lindenhofs der Herzogshofmühle, une institution pour voyageurs. Cependant, la véritable brutalité était encore à venir. En 1940, Schöttl fut transféré au ghetto de Lublin, où il commença à expérimenter les tactiques d'extermination et de contrôle, prélude à ce qui allait se déchaîner plus tard dans les camps de concentration. Peu après, son parcours le mena à Neuengamme, puis à Majdanek. Mais son moment le plus sombre arriva en juillet 1942, lorsqu'il fut nommé directeur de Monowitz, également connu sous le nom d'Auschwitz III. Sous son commandement, le camp se transforma en une usine de mort et d'exploitation pour l'industrie allemande, notamment pour l'entreprise IG Farben. Les conditions dans le camp étaient épouvantables. Les prisonniers travaillaient de longues journées interminables, faméliques et malades, tandis que Schöttl observait depuis son bureau, indifférent à leurs souffrances. Ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme de production étaient exécutés sans cérémonie. Les rapports des survivants sont rares, mais chacun d'eux dresse le portrait d'un homme sans âme, dévoué à maintenir en marche une machine d'horreur. En février 1945, avec les Alliés avançant sans relâche, Schöttl fut transféré au sous-camp de Koffering, qui appartenait à Dachau. Là, il fut nommé sous-commandant et poursuivit son travail jusqu'à la fin avril de cette année-là, lorsque les troupes alliées s'approchaient et que le chaos commençait à dévorer l'empire qu'il avait construit. La libération de Dachau, en avril 1945, marqua le début de la fin pour Vinzenz Schöttl. En tant qu'officier de haut rang de la SS, son destin était déjà scellé. Lorsque les troupes américaines envahirent le camp de concentration, elles ne trouvèrent pas seulement des prisonniers faméliques et des corps empilés. Elles découvrirent des traces de cruauté méthodique, administrées sous les ordres d'hommes comme Schöttl. Il ne fut pas difficile de l'identifier. Les témoins étaient partout et le nom de Schöttl était prononcé avec peur et dégoût par ceux qui avaient survécu à son règne de terreur. Il fut arrêté sans cérémonie, avec le même manque de dignité qu'il avait imposé à des milliers d'autres. Une fois capturé, le processus de jugement commença. Les Alliés avaient établi des tribunaux militaires pour juger les responsables des crimes de guerre. Dans ces procès, le nom de Schöttl résonnait avec une force particulière. Les témoignages des survivants décrivaient ses ordres directs d'exécution, son plaisir face à la faim et la maladie, et sa participation active à la torture des prisonniers. Les récits étaient déchirants et les preuves accablantes. En décembre 1945, Schöttl, avec 35 autres accusés, fut condamné à mort. La sentence ne surprit personne. Les preuves étaient claires, les témoins nombreux, et le poids de ses crimes trop grand pour être ignoré.
Il fut condamné à mourir par pendaison, une mort que beaucoup considérèrent comme trop douce pour quelqu'un qui avait supervisé tant de morts et de souffrances. Au cours des mois qui suivirent sa condamnation, Schüttl vécut comme prisonnier. L'homme qui avait régné d'une main de fer dans les camps de concentration attendait maintenant son destin derrière les barreaux d'une cellule. Les conditions étaient notablement différentes de celles qu'il avait imposées à Dachau. Il n'y avait pas de cris, pas de torture, seulement le lent passage du temps tandis qu'il attendait son exécution. Mais même dans cette attente, il n'y avait aucun signe de remords dans ses yeux. Ceux qui le voyaient en prison parlaient d'un homme qui ne semblait pas repentant mais résigné. Le 28 mai 1946, dans la prison de Landsberg, son exécution eut lieu. Les cordes avaient déjà été préparées pour les hommes qui représentaient le pire d'un système qui avait conduit le monde au bord de la destruction. Il n'y eut ni grand discours, ni drame. Schüttl monta à l'échafaud avec la même froideur qui l'avait caractérisé toute sa vie. Ce n'était qu'une des nombreuses exécutions qui avaient lieu à cette époque, mais pour beaucoup, sa mort représentait une clôture, une petite justice au milieu de la dévastation de la guerre. Tandis que son corps pendait à son cou, le monde continuait de tourner. Le drapeau blanc à Dachau, la chute silencieuse de Heinrich Wicker. Le 30 juin 1921 a vu naître Heinrich Wicker au milieu d'une Allemagne qui commençait à emprunter le sombre chemin du national-socialisme. Dès son enfance, Wicker fut façonné par l'environnement politique qui l'entourait, un climat de ferveur patriotique et de haine raciale. Il n'est donc pas surprenant que, dans son adolescence, il ait trouvé dans les jeunesses hitlériennes un espace pour grandir au sein de la machine nazie. Là, sa loyauté inébranlable envers Adolf Hitler et l'idéologie qui allait bientôt le guider vers la Schutzstaffel SS s'est formée. Lorsque, en 1940, Wicker rejoignit officiellement cette organisation, ce fut avec la ferme conviction que son devoir était de servir le Reich et de protéger les intérêts du Führer. Il monta rapidement en grade. Sa dévotion sans faille et sa capacité à imposer la terreur en faisaient un élément précieux pour le régime. En 1945, il avait déjà atteint le grade de SS Untersturmführer et fut affecté au camp de concentration de Dachau, un endroit qui allait devenir synonyme d'horreur. Depuis sa position de pouvoir, Wicker fut l'un des responsables du maintien de l'ordre, un ordre qui n'était atteint que par la violence et l'humiliation. Chaque jour, Wicker supervisait les gardes, veillant à ce que les conditions du camp soient aussi brutales que dictées par la politique nazie. Le travail forcé, les exécutions sommaires et les mauvais traitements indiscriminés étaient courants sous son commandement. Les prisonniers n'étaient que des numéros, des êtres invisibles dont la seule utilité était de servir jusqu'à la mort ou de mourir d'inactivité. Cependant, en avril 1945, la guerre touchait à sa fin et le régime nazi vacillait. Les troupes alliées se rapprochaient de Dachau et le chaos se répandait dans le camp. De nombreux officiers de haut rang avaient fui, laissant Wicker aux commandes de ce qui restait du camp. L'ombre de la défaite planait sur eux, et Wicker, avec plus de 500 soldats sous son commandement, savait parfaitement que la fin était proche. Le 29 avril de cette année, Wicker se retrouva face à une situation impossible. Les soldats américains étaient aux portes de Dachau. Dans une tentative désespérée d'éviter un bain de sang, il leva un drapeau blanc. Avec plus de 500 hommes sous ses ordres, parmi lesquels des soldats hongrois et des prisonniers forcés de rejoindre les rangs nazis, Wicker tenta de négocier la reddition du camp. Il marcha vers le brigadier général Henning Linden, de la 42e division d'infanterie, offrant la capitulation de Dachau sans résistance. La reddition de Dachau fut un moment chaotique. La confusion régnait, et pendant le processus, plusieurs coups de feu furent tirés. La tension entre les prisonniers, impatients de retrouver leur liberté, et les soldats nazis, terrifiés par les représailles, était palpable. Malgré ses tentatives de négocier une reddition pacifique, le contrôle de Wicker sur la situation s'effondra rapidement. La haine accumulée par les soldats américains en découvrant les atrocités à l'intérieur du camp déclencha une explosion de violence. Alors qu'ils avançaient, ils découvraient des chambres à gaz, des fours crématoires et des baraquements où des milliers de personnes avaient été torturées et tuées. Des corps entassés en masse, des hommes et des femmes marchant comme des cadavres. La tension explosa. Ce n'était plus seulement une mission militaire, mais un acte de justice personnelle. Les bourreaux, ces hommes en uniforme nazi,
furent entraînés dans la même violence qu'ils avaient infligée à leurs victimes. Les ordres de ne pas tirer furent enterrés sous la colère et le dégoût. Les témoignages de soldats américains racontent que de nombreux gardes SS furent exécutés sommairement, sans procès ni compassion, sous le poids des atrocités révélées à chaque pas. Wicker, bien qu'il ait rendu le camp pacifiquement, ne fit pas exception. Il n'existe pas de registre clair sur la manière dont il mourut, mais la plupart des témoignages concordent pour dire qu'il dut être exécuté avec d'autres officiers SS. Son corps ne fut jamais identifié de manière concluante. C'est comme si la poussière de Dachau l'avait englouti, faisant de lui une ombre parmi tant d'autres qui erraient dans ce lieu maudit. Son destin fut scellé par les actions qu'il avait commises au nom du Führer, mais aussi par la vengeance silencieuse qui avait grandi dans le cœur de ceux qui l'avaient vu gouverner d'une main de fer. Au milieu du tumulte, alors que l'histoire se retournait sur elle-même, Wicker passa du statut de commandant avec un pouvoir absolu à celui de victime de la fureur déchaînée. Il n'y eut pas de procès formel, seulement la rapide et brutale conséquence de ses décisions. Du camp à la potence, la sombre trajectoire de Martin Gottfried Weiss. Martin Gottfried Weiss est né le 3 juin 1905 à Weiden in der Oberpfalz, une petite ville allemande. Dès son jeune âge, sa vie semblait suivre un chemin de normalité. Il grandit dans une famille catholique, entouré de 2 sœurs, avec un père qui travaillait pour les chemins de fer royaux de Bavière. Après avoir terminé ses études en ingénierie mécanique en 1924, il commença à travailler dans des emplois techniques, sans grand bouleversement. Cependant, comme beaucoup d'autres dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, son destin s'entremêla fatalement avec l'idéologie du parti nazi. En 1926, Weiss rejoignit le parti nazi, à mesure que le mouvement gagnait en puissance lui aussi. Avec des amis de son entourage, il fonda des sections locales des SA et des jeunesses hitlériennes. En 1930, il obtint un diplôme en ingénierie électrique, ce qui lui permit de travailler comme assistant dans son ancienne école, bien que ses ambitions le poussèrent bientôt vers quelque chose de beaucoup plus sombre. En 1932, il rejoignit la SS, où il commença son ascension fulgurante au sein de la machine nazie. En avril 1933, Weiss fut affecté au camp de concentration de Dachau. Ce qui avait commencé comme un simple poste de garde se transforma rapidement en une position de pouvoir. En novembre de la même année, il était déjà l'ingénieur du camp, et en mars 1938, il fut promu au poste d'adjoint du commandant. En 1940, il reçut l'ordre de superviser la construction d'un nouveau camp de concentration, Neuengamme, à Hambourg. Weiss prit le commandement du camp en novembre de cette année. Là, les prisonniers furent exploités jusqu'à l'épuisement, contraints de travailler de longues journées dans des conditions inhumaines. La faim, les maladies et les mauvais traitements étaient monnaie courante. Weiss resta impassible face à la misère qui l'entourait. La brutalité de son administration fut particulièrement exposée lors d'une épidémie de typhus qui, de décembre 1944 à avril 1945, tua environ 15 000 prisonniers. Le 1er septembre 1942, Weiss fut nommé commandant de Dachau. Ce camp, déjà tristement célèbre, sombra encore plus profondément dans la cruauté sous son commandement. À son arrivée, Weiss supervisa des exécutions massives, y compris des pendaisons et des fusillades. Il tenta de justifier ces morts en affirmant qu'elles étaient des ordres de la Gestapo, mais les cadavres continuaient à s'accumuler sous son regard indifférent. Pendant son séjour à Dachau, Weiss participa à la sinistre action 14F13, un programme d'euthanasie qui sélectionnait des prisonniers jugés inutiles au travail et les envoyait à la mort. Au total, il ordonna l'exécution de 342 prisonniers au centre d'euthanasie de Hartheim. Malgré quelques critiques de la part des hauts commandements nazis concernant les conditions dans le camp, Weiss ne changea jamais d'approche. La souffrance et la mort étaient des outils indispensables du régime. Les horreurs commises sous son commandement ne passèrent pas inaperçues. Après la guerre, lorsque les Alliés commencèrent à enquêter sur les crimes nazis, les registres de Dachau et de Neuengamme révélèrent l'étendue réelle des atrocités. Les témoignages des survivants et les documents officiels constituaient des preuves irréfutables de sa participation au génocide et aux crimes de guerre. Weiss, autrefois un homme puissant au sein du système des camps de concentration nazis, vit sa vie s'effondrer avec l'avancée implacable des forces alliées,
et la libération des prisonniers de Dachau le 29 avril 1945. À ce moment-là, Weiss comprit que son temps était écoulé. Il tenta de fuir, se déguisant en civil, cherchant à se fondre parmi la foule en fuite. Mais la chance n'était pas de son côté. Certains anciens prisonniers, ceux qui avaient survécu à sa cruauté, le reconnurent et n'hésitèrent pas à alerter les troupes américaines qui patrouillaient dans la région. L'un des soldats américains, Henry Senger, l'arrêta, mettant fin à sa tentative de fuite le 1er mai de la même année. Sa capture l'emmena directement devant la justice, mais l'ombre des crimes commis à Dachau le suivait comme une condamnation inévitable. Les autorités alliées ne tardèrent pas à organiser les procès connus sous le nom de procès de Dachau. Weiss se retrouva parmi les 40 accusés, tous d'anciens officiers et employés du camp de concentration. Le 15 novembre 1945, le tribunal militaire américain entama le procès contre Weiss. La salle était remplie de preuves irréfutables. Témoignages de survivants, documents officiels et photographies déchirantes montrant la réalité de Dachau. Il était accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Les atrocités dont il était tenu responsable allaient de l'exécution de prisonniers à la torture systématique, sans oublier les conditions inhumaines qui avaient conduit à la mort de milliers de personnes. Le procureur en chef, Horace R. Hansen, ne laissa aucune place au doute. Il souligna que tous les accusés, y compris Weiss, avaient fait partie d'un plan commun visant à commettre ces crimes. La défense tenta d'argumenter que Weiss, d'une certaine manière, avait amélioré les conditions par rapport aux administrations précédentes, mais le tribunal rejeta cette excuse. Les horreurs de Dachau ne pouvaient être justifiées. Le 13 décembre 1945, le tribunal rendit son verdict. Martin Gottfried Weiss fut condamné à mort par pendaison, ainsi que 35 autres accusés. Le 29 mai 1946, dans la prison de Landsberg, en Bavière, Weiss fut conduit à l'échafaud. Cette prison avait déjà un sinistre passé, car c'était la même où Adolf Hitler avait été emprisonné en 1925. Les exécutions eurent lieu sur 2 jours consécutifs. Les 28 et 29 mai, où 28 hommes, tous liés aux atrocités du régime nazi, furent exécutés. Les exécutions furent menées avec une précision presque militaire. Chaque matin et chaque après-midi de ces jours-là, 7 hommes étaient pendus. Les corps ne furent pas enterrés dans des tombes avec des noms, mais avec des numéros. L'objectif était d'empêcher que, avec le temps, les sympathisants nazis ne transforment ces lieux en sites de pèlerinage. L'anonymat était la dernière vengeance contre ceux qui avaient cru être invincibles. L'éthique médicale corrompue, Klaus Schilling et ses contributions contre le paludisme. Dans la ville de Munich naquit Klaus Karl Schilling le 5 juillet 1871. Il débuta sa vie professionnelle avec une solide formation médicale qui le conduisit à devenir un spécialiste éminent en médecine tropicale. Après avoir obtenu son doctorat en médecine à l'université de Munich en 1895, Schilling se distingua rapidement dans le domaine de la parasitologie et de la médecine tropicale. Son travail le mena bientôt à l'université de Berlin, où il devint professeur de parasitologie et sa réputation grandit à l'échelle internationale. En 1905, Schilling fut nommé premier directeur de la division de médecine tropicale de l'Institut Robert Koch, l'une des principales institutions de recherche en Allemagne. Pendant plus de 3 décennies, Schilling contribua à l'avancement de la médecine tropicale, menant des recherches importantes dans les territoires coloniaux allemands en Afrique. Ses études se concentrèrent principalement sur le paludisme, une maladie qui représentait un grave problème de santé à l'époque. En 1936, Schilling prit sa retraite de l'Institut Robert Koch et s'installa dans l'Italie fasciste, où il poursuivit ses recherches sur le paludisme. Le gouvernement italien chercha à tirer parti de son expertise en raison des épidémies de paludisme parmi les troupes pendant la guerre italo-éthiopienne. Schilling réalisa des expériences d'immunisation sur des détenus des asiles psychiatriques de Volterra et de San Niccolò di Siena. Bien que controversées, ces expériences furent justifiées par Schilling comme étant nécessaires pour faire progresser les connaissances médicales et protéger le personnel militaire du paludisme. En 1941, Schilling retourna en Allemagne après une réunion avec le chef de la santé nazi, Leonardo Conti. Au début de 1942, il obtint l'accès à une station de recherche spéciale sur le paludisme établie dans le camp de Dachau par Heinrich Himmler.
Cette installation était destinée à mener des expériences pour mieux comprendre le paludisme et développer des traitements possibles. À Dachau, Schilling supervisa des expériences impliquant des injections de médicaments synthétiques et l'exposition de prisonniers à des moustiques infectés par le paludisme. On estime que ces expériences causèrent la mort de 300 à 400 personnes, entraînant une souffrance extrême chez les prisonniers. Bien que certains de ses collègues aient exprimé des inquiétudes éthiques quant à ces méthodes, Schilling resta engagé dans son programme de recherche tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Son insistance à poursuivre ces expériences révéla un aspect troublant de la recherche médicale de l'époque: la priorisation des progrès scientifiques au détriment des droits de l'homme et des considérations éthiques. La libération de Dachau par les forces américaines en avril 1945 révéla les conditions horribles et l'ampleur des expériences humaines menées sur place. Les enquêtes américaines mirent au jour des détails troublants sur le rôle de Schilling dans ces expériences. Le corps de contre-espionnage de l'armée découvrit des preuves documentaires et recueillit des témoignages de survivants dénonçant la brutalité et l'absence d'éthique de ces méthodes. Schilling fut arrêté par les forces américaines peu après la libération du camp et fut inculpé de crimes de guerre lors des procès de Dachau, qui commencèrent le 2 novembre de la même année. Lors du procès, des témoignages de survivants et des documents détaillés sur les expériences de Schilling furent présentés. Sa défense, affirmant que son travail visait un bien supérieur pour l'humanité, fut inefficace face aux preuves de sa brutalité. Les témoins relatèrent la souffrance infligée par ces expériences, soulignant la déconnexion de Schilling vis-à-vis des conséquences de ses actions. Le 13 décembre 1945, Schilling fut condamné à mort par pendaison. Le tribunal détermina qu'il avait participé à un plan commun visant à violer les lois internationales sur l'expérimentation humaine et l'éthique médicale. Malgré la condamnation, Schilling ne montra aucun remords et demanda que ses résultats de recherche lui soient rendus pour publication, révélant une déconnexion troublante avec la gravité de ses crimes. Le 28 mai 1946, Schilling fut exécuté dans la prison de Landsberg en Bavière. Son exécution fut documentée par le personnel militaire qui filma son ascension à l'échafaud et sa pendaison ultérieure. Lorsqu'on lui demanda s'il avait un dernier mot, il répondit « Je ne suis pas coupable. S'il vous plaît, finissez-en », soulignant ainsi son refus d'accepter la responsabilité de ses actes. Son histoire résonne dans les débats sur l'éthique médicale et les droits de l'homme, illustrant comment des individus peuvent devenir complices du mal systémique sous des régimes autoritaires. La chute du chef de bloc, Niedermeyer et sa fin à la potence. Engelbert Valentin Niedermeyer est né le 26 décembre 1911 en Allemagne. Peu de détails sont connus sur sa vie avant de rejoindre le parti nazi et les SS, mais comme beaucoup de ceux qui ont gravi les échelons au sein de ce régime, il est probable qu'il ait été fortement aligné sur les idéologies nazies. Son entrée dans les SS, l'organisation paramilitaire responsable de nombreuses atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale, marqua le début de sa carrière dans l'environnement répressif des camps de concentration. Niedermeyer gravit les échelons pour devenir chef de bloc au camp de concentration de Dachau, l'un des premiers et des plus tristement célèbres camps nazis. Son rôle à Dachau était crucial. En tant que chef de bloc, il était chargé de superviser une section du camp abritant des prisonniers. Cette fonction impliquait de gérer les opérations quotidiennes dans les baraquements et de faire respecter les règlements du camp. Il devait également superviser les registres des prisonniers, gérer les affectations de travail et maintenir l'ordre dans son bloc. Ses responsabilités incluaient aussi de signaler tout problème ou trouble aux autorités supérieures du camp. Ce poste exigeait non seulement de l'autorité, mais aussi une volonté de participer aux mauvais traitements brutaux infligés aux détenus. Sous la supervision de Niedermeyer, les prisonniers enduraient des conditions extrêmes, y compris le travail forcé, une alimentation insuffisante et des traitements violents de la part des gardes. Niedermeyer était connu pour son obéissance stricte aux ordres et sa loyauté envers les objectifs du régime nazi. Cette loyauté lui permit de maintenir sa position alors que les conditions dans le camp se détérioraient de plus en plus. Pendant son temps à Dachau, Niedermeyer interagit avec plusieurs officiers SS de haut rang et commandants du camp, des relations cruciales pour progresser dans les rangs des SS. Son rôle le plaçait parmi des individus profondément impliqués dans des crimes de guerre. Cependant, comme beaucoup dans des positions similaires,
Il a peut-être perçu ses actions comme nécessaires pour remplir ses devoirs. Cet homme était parfaitement au courant des atrocités qui se déroulaient autour de lui, des exécutions aux expériences médicales menées sur des détenus sans leur consentement, mais il continua à accomplir ses responsabilités sans apparent remords. La chute de Niedermeyer commença le 29 avril 1945 avec la libération de Dachau par les forces américaines. Le corps de contre-espionnage des États-Unis joua un rôle crucial dans la révélation des preuves contre Niedermeyer et d'autres fonctionnaires du camp. Niedermeyer ressortit comme un acteur clé en raison de son rôle de chef de bloc et de son implication directe dans la supervision des opérations du camp. Après son arrestation, Niedermeyer fut accusé de crimes de guerre dans le cadre des procès de Dachau. Les accusations portées contre lui incluaient sa complicité dans la déportation, l'enlèvement et les mauvais traitements infligés aux prisonniers de Dachau, ainsi que sa supervision des expériences médicales inhumaines menées par des médecins tels que Sigmund Rascher et Klaus Schilling. Lors du procès, les procureurs présentèrent des preuves détaillées sur les actions de Niedermeyer en tant que chef de bloc. Les témoignages des survivants soulignèrent les conditions brutales à l'intérieur du camp et décrivirent comment les détenus avaient été soumis à des expériences médicales sans leur consentement. L'accusation affirma que Niedermeyer n'avait pas seulement facilité ces atrocités, mais y avait également participé activement. Malgré les tentatives de défense, les arguments de Niedermeyer furent accueillis avec scepticisme. Le tribunal le déclara coupable de crimes de guerre, soulignant que ces actions n'étaient pas seulement le résultat de l'exécution d'ordre, mais qu'elles reflétaient aussi une volonté de participer à une cruauté systématique. Le 13 décembre 1945, Engelbert Niedermeyer fut condamné à mort par pendaison pour son rôle dans les atrocités commises à Dachau. Dans ses déclarations finales avant l'exécution, Niedermeyer n'exprima apparemment aucun remords pour ses actions, mais conserva un sens de loyauté envers l'Allemagne. Cette expression souligna sa fidélité inébranlable à l'idéologie nazie même face à la mort imminente. Après avoir épuisé toutes les voies de recours et fait des demandes infructueuses de clémence, Niedermeyer fut exécuté le 28 mai 1946 dans la prison de Landsberg. Le personnel militaire américain filma son exécution, ainsi que celle d'autres criminels de guerre exécutés à Landsberg. Corruption et justice, la double chute d'Alexander Piorkowski. Alexander Bernhard Hans Piorkowski, né le 11 octobre 1904 à Brême, en Allemagne, commença sa vie professionnelle comme mécanicien avant de s'engager sur un chemin qui le conduirait dans les sombres recoins du régime nazi. Au début des années 1920, il travaillait comme marchand ambulant, ce qui lui donna un large aperçu de la société allemande. Cependant, sa carrière prit un tournant inattendu lorsqu'il s'engagea dans la politique d'extrême droite, un changement qui le mena au rang notoire de la Schutzstaffel. Piorkowski rejoignit la Sturmabteilung le 1er juin 1929 et en juin 1933, il passa à la SS. Son adhésion au parti nazi commença le 1er novembre 1929. Ses affiliations marquèrent le début de son ascension dans la hiérarchie nazie. Le 20 juillet 1935, il avait gravi les échelons pour diriger une SS Standard à Brême, et moins d'un an plus tard, il prit le commandement d'une autre unité à Allenstein. La carrière de Piorkowski prit un tournant décisif lorsqu'il devint commandant provisoire du camp de concentration de Lichtenburg de juillet à décembre 1937. Lichtenburg fut l'un des premiers camps de concentration établis par les nazis, initialement destinés aux prisonniers politiques. Après sa conversion en camp pour femmes, Piorkowski servit comme adjoint du Lagerdirektor Günther Tamaschke jusqu'en août 1938. En août 1938, Piorkowski fut transféré au camp de concentration de Dachau. Initialement, il servit comme chef de la garde protectrice avant d'être nommé commandant de février 1940 à mi-septembre 1942. Sous son commandement, Dachau devint synonyme de conditions sévères et de mauvais traitements brutaux infligés aux prisonniers. L'administration du camp sous la direction de Piorkowski fut marquée par des abus généralisés, y compris le travail forcé et des conditions de vie inhumaines. Malgré ses succès initiaux dans la SS et dans la hiérarchie nazie, la carrière de Piorkowski commença à s'effondrer en raison d'accusations de corruption. Il fut accusé de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir au sein du système des camps. Le 31 août 1943,
Il fut officiellement démis de ses fonctions en raison de ses accusations de corruption, marquant une chute importante dans sa position au sein du régime nazi. Pendant son mandat de commandant, Piotrkowski joua un rôle clé dans la mise en œuvre de politiques alignées sur l'idéologie nazie concernant la pureté raciale et la répression politique. Un aspect notable de son leadership fut sa supervision des expériences médicales menées par des figures comme Sigmund Rascher et Klaus Schilling. Ces expériences impliquaient souvent une cruauté extrême envers les prisonniers sous prétexte de recherches scientifiques visant à comprendre des maladies telles que le paludisme. La position de Piotrkowski lui permit de maintenir des liens étroits avec les hauts responsables de la hiérarchie nazie. Son style de leadership combinait un contrôle autoritaire et la capacité de naviguer dans les relations complexes au sein de la structure de la SS, ce qui lui permit initialement de conserver sa position malgré un mécontentement croissant concernant ses méthodes. Son implication dans le système des camps de concentration et sa supervision d'expériences médicales inhumaines le placèrent au centre des enquêtes menées après la libération de Dachau par les forces américaines. Le corps de contre-espionnage américain joua un rôle crucial dans la collecte de preuves contre Piotrkowski et d'autres officiers du camp. Lors des procès de Dachau, Piotrkowski fut accusé de complicité dans la déportation, l'enlèvement et les mauvais traitements infligés aux prisonniers, ainsi que de supervision des expériences médicales inhumaines menées par des médecins nazis. Les témoignages des survivants détaillèrent les conditions brutales à l'intérieur du camp et comment les prisonniers furent soumis à des expériences médicales sans consentement. Malgré ses tentatives de défense, arguant qu'il ne faisait que suivre les ordres ou qu'il croyait servir un bien supérieur, les arguments de Piotrkowski furent accueillis avec scepticisme. Le tribunal le déclara coupable de crimes de guerre, soulignant que ses actions reflétaient non seulement une obéissance aveugle, mais aussi une volonté de participer à une cruauté systématique. Le 13 décembre 1947, il fut condamné à mort par pendaison. Ses dernières paroles furent « Vive l'Allemagne, vive ma famille. Portez-vous bien, Herr Pfarrer, je suis prêt. Mon fils, venge-moi. » Le 22 octobre 1948, Piotrkowski fut exécuté dans la prison de Landsberg, en Bavière. Sans pitié, Rupert et la brutalité nazie à Majdanek et Dachau. Friedrich Wilhelm Rupert est né le 2 février 1905 à Frankenthal, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il montra une affinité notable pour les règles strictes et l'obéissance aveugle, des caractéristiques qui allaient le conduire à devenir un officier éminent des SS. Son ascension dans les rangs du régime nazi fut rapide. En 1933, peu après avoir rejoint les SS, il fut affecté au camp de concentration de Dachau, un lieu qui allait bientôt devenir synonyme d'horreur. Là, il commença comme électricien, mais sa loyauté envers le régime et son efficacité dans l'application de ses politiques brutales le propulsèrent vers des postes de plus grande responsabilité. Au fil des années, Rupert se distingua par sa capacité à imposer l'ordre d'une main de fer, se forgeant une réputation d'officier impitoyable. En 1942, il fut transféré au camp de concentration de Majdanek, où il prit le poste de directeur technique. Son passage à Majdanek fut marqué par l'un des épisodes les plus sombres de sa carrière. L'opération Erntefest. Le 3 novembre 1943, le régime nazi déclencha l'un des massacres les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Heinrich Himmler, craignant des révoltes récentes à Sobibor et Treblinka, décida d'éliminer toute possibilité de résistance future. Ainsi, les Juifs encore en vie dans la région de Lublin furent condamnés sans procès ni pitié. Rupert observait le déploiement avec sa froideur caractéristique. Il n'était pas étranger à la violence. Son expérience à Dachau l'avait endurci à la brutalité du système nazi. Bien que son nom ne soit pas mentionné avec autant de poids que d'autres officiers dans les chroniques, sa présence à Majdanek pendant ces jours le liait inévitablement à l'opération. Les prisonniers, trompés par des promesses de travaux forcés ou de réinstallation, étaient conduits vers les tranchées déjà creusées. Ils étaient alignés en groupe, tandis que la musique résonnait depuis des haut-parleurs, couvrant le bruit des fusils et les cris de terreur. Les tirs commencèrent tôt le matin et continuèrent sans interruption. Hommes, femmes et enfants tombaient les uns après les autres, leurs corps s'amoncelant dans les fosses communes. Les officiers nazis, parmi eux Rupert, marchaient entre les rangs, surveillant chaque mouvement avec des regards vides, s'assurant que personne ne tente de s'échapper.
Les soldats chargés des exécutions travaillaient mécaniquement, presque sans émotion. La musique continuait à jouer, les balles continuaient à voler et les corps inertes continuaient à tomber. À la fin de la journée, environ 43 000 personnes avaient été tuées. Le district de Lublin était désormais libre de juifs, comme l'avaient ordonné les hauts responsables. En mai 1944, Rupert fut transféré au camp de concentration de Varsovie, où il fut chargé de la gestion des entrepôts. Mais son séjour à Varsovie fut bref, et en août de la même année, il retourna à Dachau, où il prit le contrôle opérationnel du camp sous les ordres du commandant Eduard Weiter. C'est à Dachau que Rupert montra son véritable caractère brutal. Il devint responsable de la sélection et de l'exécution des prisonniers, et parmi ses victimes se trouvaient non seulement des prisonniers soviétiques, mais aussi des agents du Special Operations Executive britannique, tels que Noor Inayat Khan et Madeleine Damerman. Les témoins de l'époque décrivent Rupert comme un homme sans pitié. Il était connu pour son attitude distante et froide envers les prisonniers. Non seulement il participait aux exécutions, mais il semblait aussi apprécier le pouvoir qu'il exerçait sur la vie et la mort. Les prisonniers le craignaient profondément et ses coups et abus faisaient partie de la routine quotidienne du camp. Alors que la guerre approchait de sa fin et que le régime nazi commençait à s'effondrer, Rupert poursuivit son travail impitoyable. Même en avril 1945, alors que les troupes alliées étaient déjà proches, Rupert organisa les fameuses marches de la mort, forçant les prisonniers à marcher sur des kilomètres dans des conditions extrêmes, sans nourriture ni eau. Beaucoup périrent lors de ces marches, et les ordres de Rupert ne laissaient aucune place à la compassion. Les prisonniers qui ne pouvaient pas suivre le rythme étaient exécutés sur place. Cette marche infâme les mena vers Tegernsee, une petite ville à quelques kilomètres de Dachau. Le voyage fut infernal, peu survécurent pour voir la libération qui était si proche. Avec l'arrivée des troupes américaines en Allemagne, Rupert fut arrêté à Tegernsee. Son procès fut l'un des plus significatifs de l'après-guerre. Au cours du procès, des preuves accablantes furent présentées sur sa participation active aux exécutions et son rôle central dans l'administration de Dachau. Les témoins l'ont directement désigné, décrivant en détail ses actes de cruauté et la terreur qu'il inspirait aux prisonniers. Bien que Rupert ait tenté de se défendre, les preuves contre lui étaient accablantes. À cette époque, alors que le monde commençait à prendre la mesure de l'ampleur des crimes nazis, Rupert incarnait l'obéissance aveugle et la cruauté institutionnalisée. Le tribunal le déclara coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le verdict fut sans appel. La mort par pendaison. Ceux qui avaient survécu à ces abus virent, du moins, une justice minimale en sachant que l'homme qui les avait tourmentés paierait de sa vie pour ses crimes. Le 28 mai 1946, Rupert fut exécuté à Landsberg am Lech, le même lieu où Adolf Hitler avait purgé sa peine des années auparavant pour l'échec du putsch de Munich. Dans un retournement cruel du destin, cet endroit servait maintenant de point final pour ceux qui, comme Rupert, avaient suivi les ordres du Führer jusqu'au dernier moment, exécutant des milliers de personnes sans hésitation. De ouvrier à bourreau, l'héritage sombre de Schallermer dans le sous-camp de Mühldorf. À Ebertshausen, en Allemagne, Georg Schallermer est né le 29 décembre 1894. Il est tristement célèbre pour son rôle dans le complexe des camps de concentration de Mühldorf, un sous-camp de Dachau. Sa vie et sa carrière, avant sa chute en disgrâce, illustrent la brutalité implacable qui caractérisait de nombreux fonctionnaires des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant de s'impliquer dans le régime nazi, Schallermer travailla comme ouvrier en béton, une expérience qui, vraisemblablement, contribua à son rôle futur dans la construction et l'exploitation des camps de travail forcés. Durant les premières années de la guerre, il servit dans la Wehrmacht. Son service militaire l'exposa au contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale et aux idéologies du parti nazi. En 1944, Schallermer fut recruté dans la Waffen-SS, connu pour sa participation à de nombreux crimes de guerre pendant l'Holocauste. Sa transition du service militaire régulier au SS marqua un changement significatif dans sa carrière, l'alignant plus étroitement sur l'application brutale des politiques nazies. En tant que sergent-major, Schallermer fut nommé chef au sein du camp de concentration de Mühldorf. Ce camp, établi à la mi-1944,
faisait partie d'une stratégie plus large visant à exploiter la main-d'œuvre forcée au profit de l'effort de guerre allemand, notamment dans la construction d'installations souterraines pour la production d'avions. Le camp abritait des milliers de prisonniers soumis à des conditions sévères, au travail forcé et à des traitements brutaux. Challermer avait la responsabilité de superviser les prisonniers et de maintenir l'ordre dans le camp. Il était directement impliqué dans les registres et était connu pour son application violente de la discipline. Les rapports indiquent qu'il administrait lui-même des coups aux prisonniers, entraînant souvent des blessures graves, voire la mort. Les témoignages historiques le décrivent comme un bourreau brutal prototype, qui dépassait même les dures attentes imposées par ses supérieurs. Les conditions à Mulhdorf étaient extrêmes. À partir de la fin de 1944, de nombreux prisonniers souffrirent de faim et de maladies en raison de la pénurie de nourriture et des conditions de vie déplorables. Le rôle de Challermer en tant que chef des registres l'impliquait dans ces conditions, car il était responsable des rapports sur les niveaux de ravitaillement et le bien-être des prisonniers. Les preuves suggèrent qu'il participait activement à la rétention de nourriture, contribuant à la malnutrition et au décès généralisé. Un aspect particulièrement macabre de la conduite de Challermer était sa supervision de la morgue, où il contrôlait l'extraction des dents en or des prisonniers décédés. Pendant son séjour, le camp devint tristement célèbre pour son taux de mortalité élevé. Des rapports indiquent que sur environ 300 prisonniers arrivés à Mulhdorf à la fin de 1944, seulement 72 survécurent après 4 mois. Malgré ses actions atroces, Challermer opérait dans un système qui sanctionnait et récompensait une telle brutalité. Sa position au sein des SS lui conférait un pouvoir qu'il utilisait avec cruauté contre ceux qui souffraient déjà énormément. La libération de Dachau et de ses sous-camps en avril 1945 par les troupes américaines marqua le début du processus de révélation des crimes de guerre commis par le régime nazi. De nombreux membres des SS tentèrent de fuir ou de cacher leur identité dans le chaos. Cependant, Challermer ne parvint pas à échapper à la justice. Son arrestation fut le résultat des efforts systématiques des forces alliées pour identifier et capturer ceux qui avaient participé à des crimes de guerre. L'armée américaine, avec diverses organisations civiles, compila des listes de criminels basées sur les témoignages de survivants et les preuves recueillies lors de la libération. Challermer fut arrêté en 1945 et placé en détention. Son rôle de gardien brutal ne passa pas inaperçu. De nombreux témoignages d'anciens prisonniers décrivirent son comportement violent et sa participation directe aux atrocités, y compris des passages à tabac ayant entraîné la mort. Ces récits constituèrent une base solide pour son procès. En septembre 1947, Challermer fut jugé par un tribunal militaire américain à Dachau. L'accusation présenta des preuves accablantes contre lui, y compris des déclarations de témoins détaillant son traitement brutal des prisonniers et son implication dans l'extraction des dents en or des détenus décédés. Les accusations contre Challermer incluaient sa responsabilité partagée pour les conditions extrêmes qui avaient conduit à la mort de nombreux prisonniers en raison de la malnutrition et des maladies. Les témoins attestèrent qu'il avait personnellement infligé des coups sévères aux détenus, entraînant souvent la mort, bien que sa défense ait affirmé qu'il agissait sous les ordres et ne punissait que les violations graves des règles du camp. Les preuves accablantes aboutirent à un verdict de culpabilité. Le 23 septembre 1947, il fut condamné à mort par pendaison. Après sa condamnation, Challermer resta emprisonné à la prison de Landsberg en attendant son exécution. Son temps dans le couloir de la mort fut marqué par des appels à la clémence qui furent finalement rejetés. En 1951, au milieu des discussions sur des possibles commutations de peine pour d'autres condamnés, le cas de Challermer attira l'attention en raison de la gravité de ses crimes. Le général Thomas Handy confirma la sentence de mort de Challermer le 7 juin 1951, affirmant qu'aucun argument ne pouvait justifier la clémence pour quelqu'un qui avait supervisé avec tant de brutalité la souffrance et la mort d'innombrables prisonniers. Georg Challermer fut exécuté le 7 juin 1951 à la prison de Landsberg. Les rapports indiquent qu'il fut conduit à l'échafaud avec un prêtre qui lui offrit ses bénédictions finales avant qu'il ne soit pendu. La médecine comme piège mortel, Eichberger et ses sombres expériences. Leonhard Eichberger, né en Allemagne,
a entrepris une carrière médicale qui l'a rapidement placé au cœur des sombres expériences du régime nazi. Bien que les détails précis de sa jeunesse et de sa date de naissance ne soient pas bien documentés, sa trajectoire dans le domaine de la médecine s'est distinguée avec l'obtention de son diplôme, ce qui lui a permis d'entrer dans un monde de recherche scientifique marqué par des idéologies extrêmes. Alors que le régime nazi consolidait son pouvoir, Eichberger s'est associé à des institutions médicales alignées sur ses idéologies. Ses compétences en tant que médecin lui ont permis de gravir les échelons dans un environnement où les principes scientifiques se mêlaient aux objectifs de l'État totalitaire. Il rejoignit la Schutzstaffel, SS, ce qui lui donna accès à des ressources cruciales et un soutien pour mener des expériences qui, bien que justifiées sous le prétexte de l'avancement de la science médicale, se révélèrent profondément inhumaines. Dans les années 1940, Eichberger obtint un poste au camp de concentration de Dachau, l'un des premiers camps établis par les nazis, connu pour ses conditions brutales. Là, Eichberger devint une figure clé dans la supervision des expériences médicales sur les prisonniers. Son travail se concentra sur des études liées aux maladies infectieuses, notamment le paludisme. Les prisonniers, pour la plupart sans leur consentement, furent soumis à des tests comprenant l'exposition à des moustiques infectés par le paludisme et l'administration de doses élevées de médicaments expérimentaux. Le travail d'Eichberger à Dachau reflétait une inquiétante indifférence aux droits humains, caractéristique de nombreux professionnels médicaux du régime nazi. Ces expériences ne se contentaient pas de soumettre les sujets à des conditions extrêmes, mais elles testaient également des traitements sans consentement. Eichberger collabora avec d'autres médecins notoires du régime, comme Klaus Schilling, qui menait également des expériences sur le paludisme à Dachau. Cette collaboration forma un réseau de chercheurs qui priorisait l'avancement scientifique sur les considérations éthiques, provoquant de grandes souffrances parmi les prisonniers. Les sujets d'Eichberger incluaient des jeunes gens de divers horizons, dont des prisonniers politiques et des figures religieuses, soumis à des traitements horribles sans aucune considération pour leur bien-être. Avant sa chute en disgrâce, Eichberger reçut une reconnaissance dans certains cercles médicaux allemands, où son travail était présenté comme essentiel pour les intérêts nationaux, en particulier en ce qui concernait la préparation militaire contre les maladies pouvant affecter les troupes allemandes. Ce soutien des autorités du régime lui offrit une plateforme pour poursuivre ses recherches sans avoir à affronter immédiatement les répercussions des violations éthiques commises. La chute d'Eichberger commença avec la libération du camp de concentration de Dachau par les forces américaines. En entrant dans le camp, les troupes alliées furent témoins directs des conditions horribles et de l'étendue des expériences humaines menées sur place. Les preuves des crimes de guerre commis à Dachau poussèrent les forces américaines à mener des enquêtes approfondies, en s'appuyant sur des témoignages de survivants et sur des documents laissés par les officiers nazis. Eichberger devint une figure centrale dans ces enquêtes en raison de son rôle important dans la supervision des expériences sur le paludisme dans le camp. Les rapports révélèrent qu'il était responsable d'injecter du sang infecté par le paludisme aux prisonniers et de les exposer à des moustiques porteurs de la maladie. Le corps de contre-espionnage américain joua un rôle clé dans la collecte de preuves contre Eichberger, en s'appuyant sur les témoignages d'anciens prisonniers et du personnel médical ayant été témoins des atrocités. Après son arrestation, Eichberger fut accusé de crimes de guerre dans le cadre des procès de Dachau. Les procès débutèrent le 2 novembre 1945, avec Eichberger parmi les 40 accusés d'avoir participé à un plan commun visant à violer systématiquement les lois internationales sur les droits humains et l'éthique médicale. Au cours du procès, les procureurs présentèrent des preuves détaillées des expériences d'Eichberger sur les prisonniers, incluant l'exposition à des moustiques infectés par le paludisme et l'administration de divers médicaments expérimentaux sans consentement. L'accusation affirma que les actions d'Eichberger n'étaient pas seulement immorales et contraires à l'éthique, mais qu'elles reflétaient également une culture de cruauté plus large qui imprégnait l'établissement médical nazi. Eichberger se défendit en affirmant que son travail visait à faire progresser la science médicale. Il soutint qu'il croyait contribuer à un bien supérieur en réalisant des recherches qui pourraient sauver des vies. Cependant, cette défense fut accueillie avec scepticisme par le tribunal et l'opinion publique. De nombreux témoins témoignèrent des conditions brutales dans lesquelles les expériences étaient menées et de la manière dont ils étaient forcés de participer sans aucun consentement.
Le 13 décembre 1945, Eichberger fut reconnu coupable de crimes de guerre et condamné à mort par pendaison. Sa défense ne réussit pas à atténuer la gravité de ses actions. Au contraire, elle mit en lumière un aspect inquiétant de la médecine nazie où la recherche scientifique était priorisée sur les droits humains. L'exécution d'Eichberger eut lieu le 28 mai 1946 dans la prison de Landsberg, en Bavière. Face à son exécution, Eichberger, semble-t-il, ne montra aucun remords pour ses actions, mais maintint qu'il avait agi de bonne foi en tant que scientifique cherchant à faire progresser les connaissances médicales. Justice pour les victimes. La chute de l'implacable Joseph Jarolin. Le 6 mars 1904 marqua la naissance de Joseph Jarolin à Raypoint, en pleine période troublée de l'histoire européenne. À cette époque, le continent était plongé dans un nationalisme croissant et une forte ferveur anticommuniste. Bien que peu de détails soient connus sur ses premières années, il est probable que, comme de nombreux jeunes de sa génération, Jarolin fut profondément influencé par le climat politique qui encourageait l'adoption d'idéologies radicales. La signature des accords de Munich en 1938 intensifia encore ce processus, créant un terrain propice à la propagation des idées extrémistes. Au début des années 1930, Jarolin rejoignit le parti nazi, s'alignant sur ses politiques nationalistes et antisémites de plus en plus agressives. Sa dévotion à l'idéologie nazie le conduisit à devenir membre de la Schutzstaffel, SS. Sa loyauté inébranlable envers Adolf Hitler et sa disposition à exécuter des ordres brutaux lui permirent de gravir rapidement les échelons du parti. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jarolin démontra ses compétences administratives et son ferme engagement envers la cause nazie, en étant affecté à plusieurs camps de concentration, dont Dachau. Son rôle dans ces camps fut crucial pour la mise en œuvre des politiques de travail forcé et d'extermination. En tant qu'officier des SS, Jarolin était chargé d'appliquer les règlements du camp et de maintenir l'ordre parmi les prisonniers. Sa gestion du camp impliquait souvent la répression violente de toute dissidence et des punitions brutales pour ceux qui tentaient de s'évader ou de résister. Sa réputation de cruauté en fit une figure redoutée au sein de la hiérarchie SS. Outre son rôle dans les camps de concentration, Jarolin servit sur le front de l'Est lors de certaines des batailles les plus critiques de la guerre. Cette expérience renforça son engagement envers l'idéologie nazie, étant témoin direct des brutalités de la guerre. Le front de l'Est était connu pour ses taux de pertes extrêmement élevés et la violence extrême exercée tant contre les adversaires militaires que contre les populations civiles. Ces événements renforcèrent probablement sa détermination à soutenir les politiques nazies à son retour en Allemagne. Avec la défaite de l'Allemagne en 1945, la situation de Joseph Jarolin changea radicalement. À mesure que les forces alliées libéraient les camps de concentration en Europe, de nombreux anciens nazis furent capturés ou se cachèrent. L'après-guerre vit un effort concerté de la part des autorités alliées pour identifier les criminels de guerre et les traduire en justice. Les actions passées de Jarolin dans les camps de concentration ne passèrent pas inaperçues. De nombreux témoignages de survivants détaillaient sa participation aux atrocités commises contre les détenus. Cette attention s'intensifia à mesure que les survivants commencèrent à relater leurs expériences lors des procès visant à tenir les responsables du régime nazi responsables de leurs crimes. Sa réputation de garde brutale contribua à sa notoriété parmi ceux qui avaient enduré les horreurs des camps. L'accumulation de preuves sur sa brutalité et son rôle dans le régime nazi conduisit finalement à sa capture et à sa condamnation. À la fin de 1945, des tribunaux militaires furent établis pour juger les criminels de guerre dans la zone d'occupation américaine en Allemagne. Joseph Jarolin fut l'un des accusés lors de cette série de procès. Le tribunal accusa Jarolin de crimes contre l'humanité pour son implication dans l'administration et la gestion du camp de concentration de Dachau. L'accusation présenta des preuves accablantes contre lui, y compris des témoignages de témoins décrivant sa participation au traitement brutal des détenus. Les survivants relatèrent des cas de violence et d'intimidation perpétrés par Jarolin, consolidant encore davantage sa culpabilité. Lors du procès, Jarolin chercha à se défendre en rejetant la faute sur des officiers de rang supérieur et en affirmant qu'il ne faisait qu'exécuter des ordres. Cependant, le tribunal rejeta ces arguments, soulignant que les individus ne pouvaient échapper à la responsabilité de leurs actions en invoquant simplement qu'ils agissaient sous les ordres.
Les preuves présentées illustrèrent un schéma de violence et de cruauté qui caractérisa son séjour à Dachau. Finalement, le 13 avril 1947, Joseph Jarolin fut reconnu coupable de crimes de guerre et condamné à mort par pendaison. Après sa condamnation, Jarolin resta en détention quelques mois en attendant son exécution. Il fut détenu à la prison de Landsberg avec d'autres criminels de guerre condamnés. Pendant ce temps, il fit l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités militaires et de l'opinion publique sur ses actions pendant la guerre. Dans ce contexte, le cas de Jarolin devint une partie intégrante d'une narrative plus large sur la justice pour les victimes de l'Holocauste et d'autres atrocités de guerre. Joseph Jarolin fut exécuté le 28 mai 1946. Jugement et châtiment. Rudolf Suttrop, le bureaucrate de la mort nazie. Rudolf Heinrich Suttrop est né le 17 juillet 1911 à Lünen, en Allemagne, à une époque marquée par la dévastation de la Première Guerre mondiale et le fervent nationalisme croissant qui envahissait la nation. À mesure que l'Allemagne se remettait du conflit, l'atmosphère de ressentiment et la quête de pouvoir ont nourri une génération prête à s'enrôler dans toute cause, promettant de restaurer la fierté et la grandeur nationale. En grandissant, Suttrop fut influencé par l'ascension de l'idéologie nazie, qui promettait un renouveau national sous la direction d'Adolf Hitler. Dans ce contexte, il finit par rejoindre les SS. Son ascension au sein de la structure des SS fut relativement rapide, reflétant à la fois son engagement envers les principes du nazisme et sa capacité à manipuler la bureaucratie du régime. Suttrop fut affecté en tant qu'adjoint à plusieurs commandants de camps de concentration, y compris Dachau et Gross-Rosen, deux des camps les plus notoires du réseau nazi. Dans ces camps, Suttrop joua un rôle crucial dans l'administration et le fonctionnement quotidien. Son travail consistait à superviser la logistique, maintenir l'ordre parmi les gardes et les détenus, et s'assurer que les ordres des autorités supérieures étaient exécutés sans être remis en question. L'environnement des camps de concentration était marqué par une violence extrême et une déshumanisation systématique. Les prisonniers étaient soumis à des conditions inhumaines. La faim, les maladies et un traitement brutal faisaient partie du quotidien. Suttrop, occupant une position administrative clé, était impliqué dans la mise en œuvre de ces politiques atroces, que ce soit directement ou par sa supervision des opérations du camp. La stricte hiérarchie des SS exigeait une loyauté inébranlable envers l'idéologie nazie et ses dirigeants, et Suttrop ne faisait pas exception. La carrière de Suttrop au sein des SS reflète un schéma plus large d'engagement idéologique qui caractérisait beaucoup de ceux qui occupaient des positions de pouvoir durant cette époque troublée. La loyauté envers Hitler et l'État était primordiale, et Suttrop, comme d'autres, voyait ses actions comme faisant partie d'une mission plus vaste visant à purifier l'Allemagne et à éliminer les menaces perçues à son existence. La fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, n'apporta pas immédiatement la paix pour tout le monde. Le 29 avril 1945, les forces américaines libérèrent Dachau. Le camp, qui avait été un lieu de souffrance extrême, révéla aux libérateurs l'horreur de la barbarie nazie. Au fur et à mesure de l'avance des Alliés, ils commencèrent à identifier les responsables de ces crimes. Parmi eux figurait Suttrop, dont le nom apparut dans les témoignages des survivants et dans les registres du camp. La capture de Suttrop et d'autres anciens membres des SS faisait partie d'un effort systématique pour traduire les responsables en justice. Après sa capture, Suttrop fut transféré avec d'autres membres des SS dans des centres de détention. Il fut jugé lors des procès de Dachau, et les preuves contre lui incluaient des témoignages de survivants ainsi que des documents concernant les conditions du camp sous sa supervision. L'accusation affirma que Suttrop avait non seulement assisté à l'administration du camp, mais avait également participé activement à la brutalité systématique qui définissait la vie à Dachau. Pendant le procès, la défense de Suttrop tenta de prétendre qu'il ne faisait que suivre les ordres, une défense courante parmi les accusés de crimes de guerre. Cependant, le tribunal rejeta cet argument, soulignant que le fait de suivre des ordres n'exemptait pas les individus de leurs responsabilités pour leurs actions. Le 2 mai 1946, Suttrop fut reconnu coupable d'avoir assisté et participé aux crimes du camp de concentration de Dachau.
Le tribunal mit en avant son rôle administratif et son implication directe dans la facilitation des conditions qui ont conduit à une souffrance généralisée et à la mort de nombreux prisonniers. Il fut condamné à mort par pendaison. L'exécution de Suttrop eut lieu le 28 mai 1946 à la prison de Landsberg am Lech, en Bavière. Son exécution, réalisée quelques semaines à peine après sa condamnation, faisait partie d'un effort plus large des forces alliées pour montrer un engagement ferme envers la justice pour les crimes de guerre.